Alors, Jean-Éric Brana, chercheur spécialisé sur la politique américaine, vous enseignez à l'université de Paris-Assas et vous publiez « Et si il gagnait encore ?» un ouvrage à 24 €, 280 pages qui doit sortir en juin prochain aux éditions V. 330 pages, pardon. 330 pages, vous avez augmenté entre-temps alors. Euh, qui doit sortir aux éditions VA Press. Le titre de votre livre que j'ai lu, il va un petit peu à l'opposé de ce que vous pensez, parce que vous posez la question dans le titre d'une éventuelle réélection de Donald Trump, mais en fait vous êtes à peu près certain qu'il ne sera pas réélu. Alors en réalité, j'explique sur 300 pages pourquoi il devrait être réélu. Et si ça n'était pas Donald Trump, si ça n'était pas en 2020, je pense que ce président sortant serait réélu. Déjà parce que au niveau de l'économie, il a tout réussi, il faut quand même le dire. Même Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, annonçait qu'il allait avoir une récession aux États-Unis dans les 6 mois. Rendez-vous compte, et on se rend compte que si on regarde ce qui s'est passé au premier trimestre, une croissance à 3,2, alors que les économistes continuent à dire que ce sera en dessous de 2, qui est la croissance mondiale actuellement, et que la récession est à la porte de l'Amérique. Et pourtant, ça n'arrive pas. Et ça, les Américains en sont bien conscients, puisqu'ils le voient dans leur vie de tous les jours, ils le voient sur la fiche de paye, et ils considèrent que ce président a bien réussi de ce côté-là. Seulement, il n'y a pas que l'économie. Non, mais vous soulignez d'autres points positifs, comme par exemple le fait que Trump va partir en campagne électorale avec un trésor de guerre absolument faramineux, quand finalement le candidat démocrate choisi par la primaire va avoir 0 $ sur son compte en banque le premier jour. Donc, Oui. il y a et l'argent étant important pendant une campagne américaine, voilà, on voit pas comment Donald Trump pourrait perdre si on s'en tient à ces questions-là. Ah, au niveau de l'argent, il compte partir avec 1 milliard de dollars. Donc effectivement, ça va être une campagne coup de poing pour le président sortant. Il y a aussi le fait qu'il soit sortant, et tout le monde connaît aux États-Unis l'importance de l'incumbent, le sortant, qui bien sûr a la notoriété, a l'assise du sortant. Et justement, Donald Trump s'est honorabilisé, il faut quand même le dire. Or, dans sa dernière campagne, son succès, il venait aussi de cela, qu'il n'était pas honorable, qu'il était le trublion, celui qui voulait renverser la table. Il va être très difficile pour lui de refaire la même campagne qu'en 2016 en étant le président sortant. Alors Or, il est justement, parti avec cette stratégie de la campagne de 2016. ouais, il y a un point, parce que vous parlez beaucoup de mathématiques et de stratégie et tout ça, mais la question, finalement, vous êtes venu aux États-Unis pendant ces 2 dernières années. Moi, je vous ai croisé à Miami, donc je sais que vous êtes venu, mais la question, finalement, c'est que la classe moyenne américaine a voté pour un trublion parce qu'ils avaient envie de renverser la table avec lui. La question, c'est est-ce qu'ils ont encore aujourd'hui envie de renverser la table? Et ça, c'est pas des mathématiques, c'est est-ce que vraiment la classe moyenne américaine est révoltée? Et finalement, est-ce que si elle est révoltée, est-ce qu'elle peut, si elle est toujours révoltée, est-ce qu'elle peut voter pour un candidat sortant, pour un président sortant? Est-ce qu'il sera toujours le trublion, ou est-ce qu'ils vont peut-être vouloir se reporter sur une autre radicalité que Donald Trump? Mais bien évidemment, vous avez raison, il faut parler de dynamique, il faut parler d'impression sur le terrain. Pour tous ceux qui ne sont pas dans la politique tous les jours, et c'est le cas quand même de la plupart des Américains, qui regardent ça de très loin et qui regardent leur vie quotidienne. Mais justement, Donald Trump n'est plus celui aujourd'hui qui va attirer le plus pour une raison assez simple, c'est que le pays est divisé. Et que lui, étant à la tête du pays, il prend la responsabilité de cette division dans la tête des gens. Donc aujourd'hui, ce que je pense, c'est que justement, Donald Trump va avoir l'écueil de cette division, à savoir que beaucoup vont vouloir se débarrasser de lui en pensant qu'il est le problème, alors qu'en réalité, il n'était qu'un symptôme du problème en 2016, qui reste symptôme, mais aujourd'hui, il va le personnaliser, le problème. Donc, ce sera n'importe qui sauf Donald Trump dans la tête de beaucoup d'électeurs, même si sa base n'a absolument pas bougé, bien sûr, et va continuer à voter pour lui. Alors la question, c'est que toutes ces données stratégiques là dont on est en train de discuter, l'intéressé, Trump, il est aussi au courant, parce que ce qu'il nous a appris en 2016, c'est qu'il était beaucoup plus intelligent au niveau de l'intelligence électorale, au niveau c'est un fin tacticien, on l'a vu, on l'a trouvé grossier au départ dans ses pratiques, mais finalement
finalement, c'est question de marquer des points de manière très efficace. Il y a finalement quasiment que de la stratégie chez Trump. Et donc, ce dont nous, on est au courant, là, ce dont on est en train de discuter aujourd'hui, de ses futurs handicaps, lui-même est au courant. Il est d'ailleurs certainement mieux entouré que nous. Enfin, en tout cas, il a les moyens de s'entourer de techniciens pour analyser tout ça. Et il a une faculté de rebond et voilà, il adore le challenge et l'adversité. Donc, on devrait avoir un animal politique face à nous encore dans les mois qui viennent. Et peut-être qu'il va nous surprendre et se mettre dans un rôle de rassembleur d'une manière ou d'une autre, non? Peut-être qu'il va affirmer ce que vous dites. Et puisque vous m'avez rencontré à Miami, vous savez très bien que c'est ce que j'avais expliqué ce soir-là à un groupe d'expatriés français en expliquant qu'il faut se méfier de Donald Trump qui, justement, est beaucoup moins idiot qu'on veut le faire croire et qui, justement, sent les gens. Cette faculté de sentir et de rebondir rapidement est quand même une force chez Donald Trump qui fait partie des 300 pages durant lesquelles j'explique qu'il peut être réélu. Seulement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, il ne surprend plus. Or, en 2016, souvenez-vous-en, les journalistes le mettaient en première page tous les jours. Il n'y avait pas une émission de télé sans qu'on parle de Donald Trump parce que c'était l'échec assuré. On ne voulait entendre parler que Donald Trump. Aujourd'hui, 3 ans après, on est plutôt au trop-plein. On a envie d'entendre parler d'autres choses, ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que le Parti démocrate ressort aussi des vieux de la vieille avec Bernie Sanders et Joe Biden. Donc on n'a pas non plus la nouveauté qu'on attend, mais on l'a avec Buttigieg, avec Beto O'Rourke qui grimpe un petit peu. On ne sait pas ce qu'ils vont faire derrière, mais on sent que le public a envie d'autre chose. La question de la réélection de Donald Trump, elle est aussi dans l'adversaire. On ne peut pas faire des mathématiques, des stratégies, sentir l'opinion publique et faire abstraction complètement de ses adversaires. Vous citez des candidats démocrates à la primaire qui sont à 3% dans les sondages. Vous pensez vraiment que quelqu'un peut émerger ou est-ce qu'on aura une fatalité? Moi, je sens plutôt une fatalité à avoir. Voilà, quand on est à 3% dans l'opinion américaine, même si on a quelques millions de dollars de dons pour faire campagne, c'est très difficile, comme vous l'expliquiez dans votre livre, d'arriver à aller bousculer les deux principaux candidats qui sont au-dessus de 20% et qui sont, on va le répéter, Joe Biden et Bernie Sanders. Vous pensez que quelqu'un peut créer la surprise vraiment aujourd'hui? Alors en réalité, je n'y crois pas beaucoup. Et je n'y crois pas beaucoup pour une raison assez simple, c'est que je pense que le 8 novembre 2016 est un choc énorme pour les États-Unis et que ça a mis la société dans formol. Plus personne n'a bougé depuis. Ceux qui étaient démocrates sont restés démocrates, ceux qui étaient républicains sont restés républicains. Et en réalité, c'est pour ça qu'on a les vieux de la vieille, qu'on a Sanders et qu'on a Biden, parce que cette Amérique-là a envie de reprendre le roman national à l'endroit où il pense qu'il s'est arrêté. Donc il y aurait eu une parenthèse Trump et on reprendrait à partir de la période Obama. Donc c'est plutôt la nostalgie Obama qui va jouer à mon avis et la contre-nostalgie Obama de la part de Sanders. Ça va être le double message qu'on va avoir au Parti démocrate et ce message-là va occuper l'ensemble de la campagne, ce qui va être encore plus difficile pour les nouveaux d'émerger. Le message, le bien contre le mal. Excusez-moi juste un mot. Ce qui est très difficile pour eux, pour émerger, c'est le fait que le parti n'a rien fait pour qu'ils émergent. Et pendant 2 ans et demi, en s'en prenant à Trump tous les jours sur tous les thèmes, ils ont empêché l'émergence de jeunes et ils ont empêché aussi la construction d'un programme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au mois de mai, juin, juillet 2019, on ne sait pas trop ce que propose le Parti démocrate et où il va. Le prolongement d'Obama, c'est Biden. Le prolongement d'Obama, c'est Biden. Donc vous donnez Biden sortant gagnant, vainqueur de la primaire démocrate. Je n'ai pas dit ça. Je pense que le combat va se jouer entre les deux grands anciens, Sanders et Biden, c'est-à-dire celui qui, dans sa tête, aurait dû gagner en 2016 et qui est revenu cette fois-ci pour ça, et celui qui fait la continuité d'Obama, et donc le contre-coup de Donald Trump qui a détruit toute l'ère Obama pendant les 2 premières années de son mandat, qui est Joe Biden. L'événement principal de la primaire démocrate, à mon sens, c'est vraiment la déclaration de candidature en vidéo du principal candidat, du plus attendu et de celui qui domine dans les sondages. Est-ce que vous l'avez regardé? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo de Joe Biden cette semaine?
Moi, je dirais que c'est un des événements, parce qu'il y a eu d'autres, il y a deux, trois événements déjà qui ont marqué la campagne. Très rapidement, il y a la déclaration de Sanders qui a fait qu'il est monté rapidement alors que beaucoup ne pensaient pas qu'il allait repartir. Il y a la déclaration de Klobuchar sous la neige, c'est quand même pas rien, et elle aura aussi marqué la campagne. Il y aura le lancement de Buttigieg qui a monté ça très intelligemment avec un comité exploratoire qui a duré 1 mois et demi et qui l'a propulsé ensuite devant. Mais effectivement, il y a cette vidéo de Joe Biden. Moi, la vidéo d'Hillary Clinton, c'est le moment où j'ai commencé à douter. Sa première vidéo de candidature en 2016, c'est le moment où j'ai commencé à douter. Je me suis dit, mais c'est possible? Et là, en Ouais. voyant la vidéo, bon, la vidéo de Joe Biden, j'ai trouvé très spéciale. Je suis pas tout seul, mais euh, Elle est clairement marquée pour expliquer que Trump amène l'Amérique dans la mauvaise direction et que il y a effectivement un tournant qui a été pris par une certaine Amérique et qu'il faut revenir à une Amérique plus tolérante, plus inclusive, dans laquelle les gens se parlent. Mais on sait bien, et quand on va aux États-Unis, quand on vit aux États-Unis, on sait bien qu'il y a des gens qui ne se parlent plus, même à l'intérieur de certaines familles, certaines ne se parlent plus pour des là, raisons politiques. ça va quand même Ça, très loin. C'est ça vraiment dépasse. le bien contre le mal, hein, C'est comme vous le exactement soulignez. ça, le bien contre le mal, qu'il faut dépasser parce qu'on a connu cette Amérique avant, dans laquelle les gens se mettaient dans une même salle, mais avec des opinions politiques très différentes et pouvaient dialoguer de façon très courtoise. Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'est plus possible, donc il va falloir ramener un petit peu de calme et de paix dans cette Amérique qui a été quand même très secouée. Est-ce que ce serait suffisant de citer un fait divers qu'il y a 2 ans, Charlottesville, hein, malheureux fait divers de l'été 2017, pour rassembler? Parce que les vidéos ne parlent que des événements de Charlottesville, hein, elles parlent de rien d'autre. Elle met Martin Luther King face au Ku Klux Klan, quoi, hein, grosso modo, et en accolant le nom de Donald Trump. Bon, on est un petit peu quand même dans la stratégie Staline, traiter votre adversaire de fasciste, puis le temps qu'il va passer à se défendre. Sauf que l'adversaire se défend pas sur ce terrain-là du tout, quoi. Non, alors d'abord, je ne crois pas qu'à l'échelle de l'histoire, Charlottesville ne soit qu'un événement fait divers. C'est beaucoup plus important que cela, puisque ça mettait quand Non, non, même en c'est important. avant la Alors là, c'est sortie. moi qui me défends sur ce coup-là. Je disais ça juste pour dire que ça a quand même 2 ans, quoi. Oui, ça a 2 ans, mais c'est quand même le moment où l'extrême droite américaine est sortie du bois en pensant qu'elle avait été adoubée par le président des États-Unis, ce qui n'est pas rien. Ça renvoyait à un lointain passé américain qu'on aimerait bien voir enterré, en tout cas la majorité des Américains. Donc ça n'est pas rien à un Moi j'ai moment l'impression qu'il a été où enterré ce jour-là, justement, hein. oui, mais il s'est passé ensuite d'autres événements. Il y a Pittsburgh, il y a Mm. San Diego, des attaques antisémites, des terroristes et antisémites, on peut dire les deux en même temps, qui font que l'Amérique est quand même assez meurtrie aujourd'hui. Il fallait commencer par cela. Je pense que Biden ensuite continue bien sa campagne après cette vidéo, puisqu'il attaque à partir de Pittsburgh. Donc il va chez lui, en Pennsylvanie, il parle aux ouvriers et il essaie de parler à cette Amérique qui a déserté le camp démocrate, il faut quand même le dire, pour ne pas se retrouver dans la situation d'un Johnson en 1968 qui avait perdu tout Sud-Américain parce qu'il ne savait plus parler à cette partie reparler à cette population qui s'est sentie meurtrie et qui a pas mal souffert pendant la crise financière. Ok, donc on a quand même l'impression, j'en ai discuté un petit peu, que vraiment Joe Biden cherche un problème avec les minorités. Moi, c'est comme ça que j'ai senti cette vidéo, hein, c'est aussi qu'il a un problème avec les minorités et qu'il veut aller les chercher, exactement comme Hillary Clinton avait fait en 2016 avec sa première vidéo également. On a l'impression qu'il a un petit problème à ce niveau-là aussi. C'est pas seulement le problème de Donald Trump, mais qu'il y a une stratégie pour aller chercher les minorités de la part de Joe Biden. Alors, la différence entre Hillary Clinton et Joe Biden, c'est que Joe Biden est le binôme de Barack Obama. Dans la tête des minorités, il est le vice-président, donc presque le dauphin. Et d'ailleurs, quand il a quitté le pouvoir, Barack Obama a salué Joe Biden en expliquant que c'était le meilleur vice-président de tous les temps. Il lui a quand même donné la médaille de la liberté avec honneur, ce qui n'est pas rien. Et pour en tout cas les Afro-Américains et pour les Hispaniques, Joe Biden représente effectivement une sorte de continuité
continuité. On est dans la nostalgie de Barack Obama. Et c'est bien, je crois, le but de Joe Biden, de surfer sur cette nostalgie pour pouvoir rebondir très rapidement et avoir une assise assez forte. Parce qu'au niveau des Blancs, ça va être plus difficile. Je ne parle pas des Blancs les plus âgés sur lesquels la lutte sera très rude entre Donald Trump et Joe Biden. L'âge oblige pour l'un comme pour l'autre. Mais pour le reste de la population, et en tout cas les quinquas et autour de cet âge-là, en tout cas, c'est plutôt Trump qui, pour l'instant, arrive à les séduire. Alors, vous envisagez dans votre livre comme une fatalité le fait que les minorités ethniques votent contre Trump. Par exemple, en 2016, on a 29% des Latinos qui ont voté pour lui plutôt que pour Clinton. Donc, on pourrait penser qu'il puisse aller en chercher plus de votes latinos et que ça infirme la tendance, que y a pas forcément une fatalité. Par exemple, s'il met sur son ticket un vice-président latino et pourquoi pas une latina, il pourra peut-être aller chercher des électrices et voilà, on a vu avec les Irlandais, avec les Italiens qui ont été marqués dans des camps politiques comme ça pendant des générations, puis qui finalement ont été intégrés. Il n'y a pas forcément de fatalité à ce que les Latinos votent contre Trump en 2020, je sais pas. C'est pas faux, et puis en plus, comme vous êtes en Floride, on peut quand même dire que vis-à-vis de la Floride, il a fait le travail en Oui, ça visant va, ouais. Cuba, en relançant des programmes anti-Cuba que Barack Obama avait assouplis. Il s'adresse à une population qui effectivement est plutôt encline à voter pour le Parti républicain. Mais à l'intérieur Elle l'était en tout cas, parce que les Cubains de ça Miami... n'est qu'en Floride. Puisque dans le reste de l'Amérique, que ce soit en Californie, en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Texas, cette population est maintenant très remontée contre Donald Trump. On le voit dans les études qui sont menées. Je ne parle pas de sondages, mais je parle d'études universitaires et menées par le gouvernement. Les populations hispaniques votent moins pour Donald Trump. Et d'ailleurs, en 2018, c'est le seul vote qui s'est écroulé en direction du Parti républicain. Le reste s'étant maintenu. Le vote afro-américain n'était pas très haut, mais il est au même niveau. Pour les femmes, c'est toujours 50-50. Donc on a, pour les autres populations, et les Asiatiques, c'est même remonté un petit peu plus, puisqu'ils votent davantage pour Donald Trump. Ceci dit, vous parlez du ticket, c'est vrai que ça a une importance forte. Ça voudrait dire qu'il change son vice-président. Alors là, il prendra un grand risque avec les évangéliques à se débarrasser de Mike Pence. Mais on peut imaginer que Nikki Haley pourrait devenir effectivement la remplaçante dans le cas d'un accord avec Mike Pence pour que ça se passe plutôt bien. Ça ferait de l'effet au niveau des femmes, ça ferait de l'effet au niveau des Indiens, ça ferait pas d'effet au niveau des Asiatiques ou des Latinos ou des Afro-Américains. Et vous soulignez aussi une analyse qui est assez intéressante. Vous donnez les socialistes, c'est le socialisme américain de Bernie Sanders, ce courant-là, pas si fort qu'on pourrait le croire. Vous pensez qu'il est un petit peu surévalué? Oui, il est même très surévalué. D'abord, ce qu'on appelle socialisme venu de France, ça serait quasiment du centre droit. Donc c'est quand même, on va remettre les choses à leur place. Je mets Bernie Sanders à part, qui est quand même plus avancé dans le socialisme que les autres, mais c'est le seul. Derrière, il y a Tulsi Gabbard qui n'est pas très loin de lui. Et puis pour le reste du pack, on va dire que ce soit Kamala Harris, Cory Booker, Beto, parce qu'ils ont sur certaines questions sociales des positions qu'ils amènent effectivement plus dans le progressisme que les gens de la droite, mais ça s'arrête là. Ceci étant, ce n'est qu'un petit groupe. Au Congrès, ça représente 98 membres qui forment aujourd'hui... Il représente quand même une fracture idéologique, hein, Jean-Éric. C'est pas le même socialisme qu'en France, certainement, mais ça représente quand même une fracture idéologique. Il y a quand même une séparation bien nette entre Joe Biden, Hillary Clinton, Barack Obama et le camp de Bernie Sanders, Ocasio-Cortez et consorts. Bien sûr, et c'est d'ailleurs ce que je développe aussi dans mon livre, en expliquant que le Parti démocrate reste quand même un parti centriste sur sa base, ça n'a pas beaucoup changé. C'est aujourd'hui 15 à 20% du parti qui est plus à gauche, les plus jeunes en particulier, on va dire même les moins de 30 ans, voire les moins de 25 ans, mais cette population-là ne vote pas beaucoup, donc elle n'a pas encore beaucoup d'influence, même si on a vu monter des Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ou Rachida Tlaib, ça n'est quand même qu'à la marge,
même s'ils font beaucoup de bruit, que ces candidats sont aujourd'hui représentés. Pour le reste, le et défendra un candidat comme Joe Biden. Il pourrait redéfinir l'avenir du Parti démocrate, mais on n'en est pas là. C'est ça. Sur non, je ne pense pas. Regardez par exemple ce qui s'est passé. On voit que dans les différents États où il y avait des caucus, on retire les caucus pour mettre des primaires, ce qui est quelque chose de très récent. Pourquoi? Parce que Bernie Sanders avait été très bon dans les caucus. Quand il y a un petit groupe, que ce sont des militants, c'est plutôt la gauche de la gauche qui l'emporte. Alors que si on fait une primaire, ça fait venir les sympathisants, donc des gens qui sont moins impliqués en politique et qui ont plutôt tendance à aller vers le centre. Donc ça va favoriser plutôt Joe Biden. Et on a vu ça dans pas mal d'États du centre des États-Unis d'ailleurs, ce qui pourra changer quand même les données pour la suite de l'élection. Sur les candidats qui sont un petit peu faibles dans les sondages, lesquels se détachent Beto O'Rourke, Kamala Harris, est-ce qu'ils ont de l'envergure pour, selon vous, pour aller, pas forcément cette fois-ci, mais dans un futur proche, devenir des personnalités politiques de premier plan? Alors oui, ils sont là pour ça. La plupart de ces candidats sont en avant pour pouvoir se montrer. Le problème du Parti démocrate, c'est qu'il n'y a plus de quinquagénaires. Ils ont tous explosé ou disparu après la défaite de 2016. Donc on a des gens un peu plus jeunes qui essaient maintenant de se mettre en avant pour pouvoir avoir une notoriété un peu plus forte. Les États-Unis étant tellement grands, quand on est au Texas, on ne connaît pas un Seth Moulton qui vient du Massachusetts. Quand on est en étant le Washington, Beto O'Rourke, on a entendu parler, mais on ne sait pas exactement qui c'est. Un Buttigieg en Indiana, aujourd'hui on parle de lui parce qu'il a un nom imprononçable et que tout le monde à la télé a expliqué comment il fallait prononcer son nom. Mais partons de là, leurs idées, leurs parcours ne sont pas connus par les Américains, et donc il y a fort peu de chances qu'ils émergent cette fois-ci. En revanche, ils se sont placés pour être dans l'appareil du DNC par la suite, pour être sénateur, pour être gouverneur ou pour être ministre. D'accord. Et finalement, en fait, tout ce dont on vient de parler pourrait être infirmé tant une victoire hypothétique de Donald Trump qu'une victoire hypothétique de Joe Biden ou de Bernie Sanders pourrait être invalidée par l'émergence d'un troisième homme. Est-ce que d'un troisième parti ou d'un candidat sans parti, pour être plus précis, est-ce qu'il y a vraiment des risques sur d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique ou pas? Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de risques ou de chances, suivant si on le souhaite ou pas, que cette fois-ci. On a eu un petit peu la même situation à l'époque de George Bush père. Quand Ross Perot a lancé son opération, on était à un troisième mandat des Républicains. Il y avait une vraie lassitude du côté des Américains avec les Républicains. Et puis finalement, c'est la surprise de Clinton qui a émergé. On pourrait avoir une surprise encore cette fois-ci du côté démocrate, il ne faut pas l'exclure non plus, hein, malgré ce qu'on vient de dire. Mais ce qu'on a de particulier, c'est que Bernie Sanders est en train de faire un très beau début de campagne. Et donc il va quand même capter ce vote d'extrême gauche et peut-être arriver à émerger, voire battre Joe Biden, qui pourrait être ringardisé pendant la campagne. Car si je parlais de la nostalgie Obama, il n'est pas Obama et ça pourrait finir par se voir. Mais maintenant, si c'est Bernie Sanders qui explose et qui passe devant, il y aura une grande place au centre. Et on ne peut pas exclure qu'un John Kasich ou un autre, d'ailleurs, viennent et prennent la place. Voire même, pourquoi pas, Hillary Clinton qui viendra candidat. Et il n'y a quasiment personne qui revendique le centre comme le fait Joe Biden actuellement. Il paraît qu'en France, on se pose beaucoup de questions sur la victoire hypothétique d'une femme. Moi, je ne la vois pas vraiment venir, hein, mais on peut en parler. Oui, effectivement, il y a quand même 6 candidates cette fois-ci, ce qui n'est jamais arrivé, il faut quand même le dire. Et c'est vrai que après l'excellente tenue des femmes dans la campagne des midterms en 2018, on se dit que peut-être qu'elles vont continuer sur cette lancée et pourquoi pas lancer l'une d'entre elles sur la présidence. Alors on voit que ça démarre assez difficilement pour les femmes, donc on voit mal comment elles pourraient émerger dans la campagne. En revanche, le Parti démocrate va certainement proposer une femme sur le ticket, parce que tous les candidats aujourd'hui se prononcent dans ce sens-là. Et puisqu'on parlait de 2 candidats principaux, Bernie Sanders a quand même Tulsi Gabbard qui attend cette place-là assez clairement, et Joe Biden regarde du côté de Stacey Abrams, celle qui était candidate pour être gouverneur en Géorgie, et ça lui permettrait de
durcir son potentiel vis-à-vis des... Et donc alors pour conclure, on aura Donald Trump face à Joe Biden ou Bernie Sanders. Ce sera à peu près ça. Alors, si on tombe là-dessus, d'abord, on aura le plus vieux président de tous les temps aux États-Unis, que ce soit Trump, Biden ou Sanders, ce sera le cas, puisque jusqu'à maintenant, c'est Trump qui est le plus vieux, et comme il est plus vieux qu'avant, forcément, ça continuera. La moyenne d'âge, il faut quand même le dire, sera à 77 ans, ce qui est quand même très élevé et ne sera pas très enchanteur pour la jeunesse américaine, ne sera pas très porteur d'avenir non plus et de cette Amérique qui est devant nous. Ce sera très blanc également si c'est ces trois-là qui se représentent. Homme blanc, exactement le contraire de ce qu'on pense pour l'avenir de l'Amérique, puisque on annonce à l'avenir que les diversités seront bien sûr beaucoup plus nombreuses aux États-Unis et que les minorités auront plus de place, comme c'est le cas en Floride, dans tout le sud des États-Unis, où on le voit déjà dans la rue tous les jours. Donc ce ne sera pas un président qui représentera l'Amérique telle qu'on l'imagine dans une forme de modernité.